Et le savez-vous? Certains aliments sont très importants pour l'entretien et la santé de nos organes. La noix est utile pour le cerveau. La carotte, très utile pour les yeux. Les céleris pour les os. Le gingembre pour l'estomac. La patate douce est très utile pour le pancréas. Le raisin pour les poumons. La tomate pour le cœur. Le haricot pour les reins. Et le limon pour le foie. Ceci vous aidera certainement. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus, Monde. Mesdames et messieurs, c'est un privilège et même un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette rubrique Entretien. Nous voulons aujourd'hui nous pencher sur un phénomène qui prend de l'ampleur à travers le monde et qui n'épargne pas notre pays, le Cameroun. Nous voulons parler de l'autisme. L'autisme est un trouble envahissant du développement qui prend de l'ampleur à travers le monde et qui est détectable chez l'enfant dans ses premières années de vie. Au Cameroun, notamment, plus de 100 000 enfants sont touchés par ce phénomène de spectre autistique. Pour en parler et pour essayer de comprendre ce qu'il en retourne, un invité est avec nous sur ce plateau, Yolande Ngoufouak, qui est éducatrice spécialisée et qui exerce au Canada. Elle est de passage au Cameroun pour partager ses connaissances et son savoir-faire en matière de prise en charge de l'autisme. Nous avons le privilège de la recevoir. Yolande Ngoufouak, bonjour. Bonjour. Vous êtes éducatrice spécialisée. Vous travaillez au quotidien avec les personnes atteintes et affectées par l'autisme. Les spécialistes comme vous s'accordent à dire que l'autisme n'est pas une maladie. Si l'autisme n'est pas une maladie, alors qu'est-ce que c'est et comment est-ce que cela se manifeste? L'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui est classifié dans le DSM-5. Le DSM-5, c'est le manuel de diagnostic et de statistique des maladies en santé mentale. L'autisme est caractérisé par les difficultés au niveau de la communication, au niveau des interactions sociales. On va parler aussi des difficultés au niveau du comportement, des intérêts et des activités restreintes. Parlant de la communication, on va avoir le langage qui se développe un peu plus tard par rapport aux personnes ou bien aux enfants qu'on appelle neurotypiques. Et au niveau des interactions sociales, beaucoup de difficultés dans la compréhension de l'autre. Si on prend un exemple des émotions, je suis fâché, je suis content, l'enfant aurait la difficulté d'aller le dire parce que la façon qu'ils interprètent l'information est différente d'une personne neurotypique. Au niveau des comportements, on pourra voir aussi des stéréotypies comme du flapping, donc l'enfant qui fait des gestes moteurs, le balancement des doigts, et les intérêts restreints, c'est des enfants qui vont s'intéresser à un seul sujet. Je parle des voitures, ou bien je parle des avions, ou je parle des chiffres, et je ne parle que de ça. Il n'y a pas moyen que je puisse faire des liens avec d'autres choses concernant mon intérêt. Et tantôt, on a dit que c'était un trouble neurodéveloppemental, donc il peut progresser positivement et il peut s'équilibrer aussi. Donc l'autisme n'est pas une maladie. Cela veut dire que ce n'est pas à travers un microscope qu'on détecterait un microbe, une bactérie qui serait à l'origine de cet état en un individu. Alors comment se fait le diagnostic pour un parent qui a un enfant qui affiche ce genre de comportement? Comment se fait le diagnostic et qui est habilité à le faire? Parlant de qui est habilité à administrer le diagnostic de l'autisme, ça peut être un médecin, ça peut être un pédiatre, le psychologue, le pédiatre, le neuropsychologue aussi, ça peut venir plus tard. On a parlé déjà du psychiatre. Ils peuvent être habilités à donner un diagnostic à un enfant autiste.
Tous ces personnels de la santé doivent avoir reçu une formation sur l'autisme. Okay. Ils doivent connaître l'autisme, ils doivent connaître le fonctionnement de la personne autiste. Donc généralement ce qui se passe, le parent va constater que l'enfant a des difficultés, un enfant de 2 ans qui ne dit aucun mot, qui ne fait aucun son et qui pourra avoir eu aussi beaucoup de difficultés au niveau du comportement, un enfant qui pleure beaucoup, qui fait des rigidités alimentaires et certains ne vont pas marcher. Mais ce que je dis sur le plan clinique, ça c'est reporté des parents. Ça c'est ce que les parents nous ramènent. Donc le parent va constater que l'enfant a certaines difficultés. Au niveau du langage, il peut avoir une régression dans le langage. Un enfant qui disait papa ou maman, qui ne dit plus aucun mot à l'âge de 2 ans. Et d'autres enfants aussi ne vont pas émettre de son, donc ils ont un retard assez considérable de langage. Il y a des enfants qui vont faire aussi beaucoup de crises, donc des pleurs, ils ne comprennent pas leur environnement, ils peuvent avoir aussi un regard très fuyant, ils ne rentrent pas en contact avec les parents, ils ne rentrent pas en contact aussi avec les membres de la fratrie. Et s'il y en a à la maison, ils ont des intérêts restreints, comme on parlait tantôt dans les caractéristiques venant du DSM-5. Le parent ressent, le parent comprend que l'enfant ne va pas bien et il va aller chercher de l'aide auprès de ces spécialistes-là. On va aller voir le médecin ou le pédiatre. Si eux, ils ne connaissent rien en autisme, ils vont vous référer à des spécialistes qui s'y connaissent. Et là, ils vont aller passer des tests beaucoup plus standardisés. Donc, généralement, les tests, ça se fait sur 3 périodes. Donc, on a un formulaire à faire remplir par le parent, on a un formulaire à faire remplir par peut-être l'école, si l'enfant va déjà à l'école, ou si l'enfant est dans une garderie. Et le professionnel qui le fait, il y a une observation aussi directe à faire avec l'enfant et en posant des questions. Donc on va beaucoup aller faire le diagnostic, on va se baser sur les comportements de l'enfant pour pouvoir établir le diagnostic. Comme on a parlé tantôt des caractéristiques, un enfant qui fait beaucoup de flapping, un enfant qui a des difficultés au niveau de la communication, un enfant qui a des intérêts restreints, là c'est toutes des questions qui rentrent dans le formulaire. Et au sortir de là, on pourrait donner le diagnostic de l'autisme pour des enfants qui ont entre 0 et 5 ans. Donc, on va donner un diagnostic, mais on va le confirmer quand l'enfant va avoir 5-6 ans. Une fois le diagnostic fait, ici en général, les parents se retrouvent comme à un carrefour à 1000 voies, ne sachant pas de quel côté aller par rapport à la prise en charge. C'est de cela dont on va parler maintenant. Comment est-ce qu'elle s'articule? Comment est-ce qu'elle se fait? Vers quel spécialiste est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il faut forcément aller dans une école spécialisée? Ici, pour le moment, c'est très coûteux. Ce n'est pas à la portée du Camerounais moyen. Qu'est-ce que les parents doivent faire lorsque leur enfant est diagnostiqué autiste? Comment se fait la prise en charge? Beaucoup de spécialistes déjà vont référer des parents vers des associations de parents d'enfants ayant des besoins particuliers parce que c'est pas une bonne nouvelle pour le parent. Le parent reçoit cela comme un choc. C'est vrai qu'on sait que notre enfant avait quelque chose, mais mettre un nom là-dessus, en même temps ça vient nous sécuriser et en même temps c'est difficile d'accepter cette nouvelle. Donc on réfère le parent dans un organisme, dans une association de parents, pour qu'il se sente écouté et pour pouvoir bien prendre soin de son enfant plus tard. Puisque un parent qui n'est pas bien, un parent qui n'accepte pas ce diagnostic, un parent qui n'accepte pas cette problématique de l'enfant, ça serait très difficile de pouvoir s'asseoir et de prendre soin de son enfant. Parce que le parent est le premier intervenant de son enfant. Donc par la suite, il y a des ressources aussi de prise en charge. Donc on va aller voir au niveau des difficultés de l'enfant.
Donc, si l'enfant a des difficultés au niveau du langage, on oriente l'enfant vers un orthophoniste. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est des professionnels aussi qui doivent connaître l'autisme, ils doivent connaître le fonctionnement de la personne, le fonctionnement interne pour pouvoir mieux travailler avec cette personne. Donc on peut avoir l'orthophoniste, le psychomotricien ou l'ergothérapeute, le psychologue aussi. En fait, ça demande une prise en charge multidisciplinaire. Donc, quand l'enfant est jeune, il faut aller faire une stimulation précoce. Donc, cette équipe s'asseye ensemble pour définir les besoins de l'enfant et voir qui va travailler quoi. Parce que chacun a sa spécificité, chacun a sa spécialité là-dedans. Donc, on se met en équipe, on travaille en équipe multidisciplinaire pour pouvoir voir comment supporter l'enfant et en même temps supporter la famille. On doit donner aussi les outils, j'insiste là-dessus, on doit donner les outils et les moyens aux parents de pouvoir travailler avec leurs enfants. Donc, lors des rencontres multidisciplinaires, le parent a son mot à donner. Le parent est la personne qui connaît le mieux son enfant. C'est vrai que il faut une certaine structure, on a des techniques, mais au départ, quelle qu'en soit la technique qu'on va utiliser. Parlant des techniques, on peut avoir le TEACH, on peut avoir la technique, la méthode SACAD, on peut avoir le Denver, il y a plusieurs méthodes, mais quelle qu'en soit la méthode, il faut qu'on puisse s'asseoir, il faut qu'on puisse établir les besoins, il faut qu'on puisse donner du soutien aux parents parce que c'est la personne qui passe le plus de temps avec son enfant et elle doit beaucoup s'impliquer aussi. Et parlant des écoles spécialisées, c'est vrai qu'elles coûtent cher, mais notons aussi que la prise en charge d'un enfant autiste demande beaucoup d'outils. C'est des enfants qui ne généralisent pas. Donc, il faut pouvoir travailler pour qu'ils puissent aller dans l'abstraction. Donc, il faut varier le matériel. Ça demande beaucoup de matériel à varier, ça demande de travailler avec dans des environnements différents. Donc je me dis c'est pour ça que le coût est souvent élevé. Et si les parents s'y mettent, ça pourrait énormément réduire les coûts de la prise en charge. Les écoles spécialisées, ça va dépendre du niveau de l'enfant. Si c'est un enfant qui est vraiment beaucoup atteint, mais ça serait mieux qu'il aille dans une école spécialisée pour apprendre déjà certains fondements. Mais si c'est un enfant qui est capable de faire des apprentissages, ça serait mieux qu'un enfant encore jeune de commencer par une école régulière avec du soutien. Donc maintenant on est en train de parler de l'inclusion, donc ça va se faire dans une école régulière et ça demande vraiment d'aller faire une sensibilisation au niveau de l'école. Il faut expliquer aux enfants que c'est une personne autiste, mais en arrière, elle a aussi des forces, elle a des faiblesses comme tout un chacun. Nous sommes tous différents. Il faut aller sensibiliser les adultes de l'école parce qu'il faut que l'adulte à l'école ait un regard positif sur l'autisme. L'autisme n'est pas que les comportements, l'autisme c'est une personne qui est autiste. Et cette personne-là aussi a des choses à nous montrer. Cette personne-là aussi peut apporter une participation sociale, peut aider à l'école. Donc, c'est une personne qui a aussi des choses à donner. Et au niveau de la maison, il faut sensibiliser aussi l'entourage, la famille, pour qu'ils puissent avoir une certaine... pour qu'ils puissent accepter cet autre enfant, pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils se sentent qu'il y ait un sentiment d'appartenance, pour qu'ils se sentent sécurisés aussi dans ce qu'il est. Et les enseignants doivent se former. Il faut former le personnel de l'école à pouvoir recevoir ces enfants, à travailler avec ces enfants, puisque leur fonctionnement est différent du fonctionnement d'une personne neurotypique. Je vais prendre un exemple, un enfant autiste, quand il arrive dans une classe, il ne va pas voir par exemple les personnes qui sont dans la classe.
Donc, il va aller d'abord commencer à compter les chaises qui sont dans la classe, à compter peut-être les tulles du plafond, avant d'aller voir la classe dans la globalité. Donc, eux, ils ont d'abord une vision du détail, avant d'aller voir une vision globale. Alors que les neurotypiques, c'est le contraire. Donc là, ça va se voir aussi au niveau des apprentissages, donc des difficultés au niveau de l'abstraction. Donc il faut que les enseignants puissent avoir un portrait de comment fonctionne un enfant autiste sur le plan interne pour pouvoir venir en aide à cet enfant. Et on doit structurer son environnement. On ne peut pas faire de l'inclusion sans pouvoir structurer l'environnement de cet enfant. C'est un enfant qui est routinier, c'est un enfant qui peut avoir des excès, si on peut le dire, entre guillemets, des excès de colère, mais c'est parce qu'il ne comprend pas son environnement. Il faut qu'on puisse l'aider à pouvoir passer au travers quand ces comportements-là vont arriver. Donc, nous devons donner les moyens pour pouvoir le faire. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, Yolande Goufak, d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes éducatrice spécialisée. Nous avons parlé avec vous de l'autisme. Nous ne saurions conclure sans vous demander comment est-ce que la prise en charge s'effectue au Canada d'où vous venez. Est-ce qu'elle est gratuite? Est-ce que c'est plus facile de vivre là-bas son autisme qu'ici au Cameroun? Au Canada, la prise en charge peut être gratuite. Le gouvernement prend en charge certains frais. Et on a aussi des associations des parents assez fortes et structurées pour aller réclamer les droits de leurs enfants. Donc il faut avoir de l'amour envers la personne humaine. Il faut juste aimer la personne humaine, il faut avoir de la patience et c'est sûr que tout doucement on va avoir un résultat. Chers téléspectateurs, nous vous remercions également de nous avoir renouvelé votre fidélité. Merci de continuer de regarder Secours Plus. Merci encore de participer, d'apporter du secours, de redonner de l'espoir à toutes ces personnes défavorisées qui vous sont présentées tout au long de cette émission. À bientôt. Et le savez-vous? Certains aliments sont très importants pour l'entretien et la santé de nos organes. La noix est utile pour le cerveau. La carotte, très utile pour les yeux. Les céleris pour les os. Le gingembre pour l'estomac. La patate douce est très utile pour le pancréas. Le raisin pour les poumons. La tomate pour le cœur. Le haricot pour les reins. Et le lemon pour le foie. Ceci vous aidera certainement. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cette autre édition de votre programme Secours Plus. Nous sommes d'autant plus satisfaits de vous savoir nombreux devant le petit écran, regardant ce programme et espérant véritablement recevoir de votre coup de main, votre soutien pour venir en aide aux âmes en peine qui souffrent ça et là. Aujourd'hui, nous avons un cas encore en cours que nous allons vous présenter. C'est le cas de Christelle Thérèse Edouard, qui a une vingtaine d'années et qui souffre d'une énorme masse au niveau de son dos, au niveau même de sa colonne vertébrale. Elle souffre depuis une vingtaine d'années. C'est vrai qu'elle a une vingtaine d'années, mais elle souffre aussi depuis une vingtaine d'années puisque cette maladie est là depuis sa tendre enfance. Alors nous avons validé son dossier par la grâce de Dieu et nous avons pensé que c'était important, comme pour les autres cas, de vous le présenter afin que nous puissions trouver une solution pour la situation de Christelle. En plus de cela, Christelle est mère de 2 enfants. Une de ses filles, et c'est sa première justement, elle l'a eu à 14 ans à l'issue d'un viol. On peut imaginer qu'elle a beaucoup de fardeaux dans le cœur comme sur le dos. Et en plus de cela, elle est orpheline. Alors, bien sûr, avec votre soutien, nous pensons enlever ne serait-ce que le poids physique qu'elle a, la maladie qu'elle a sous son dos. Nous pensons qu'avec votre soutien, nous pouvons l'aider à être opérée dans l'urgence. Mesdames, Messieurs, nous vous prions de suivre actuellement l'histoire de Christelle Thérèse Edouard.
et de réagir par la suite. C'est une nouvelle journée qui commence pour Christelle Thérèse Edzoa. Comme d'habitude, elle s'occupe des tâches quotidiennes en se rendant utile chez sa cousine. Ressens ma douleur, entends mes pleurs, attristé. La vingtaine avancée, Christelle Thérèse est dynamique et battante. Mais malheureusement, elle a un fardeau dans son dos qu'elle porte depuis sa tendre enfance. Un lourd poids qui est un véritable obstacle à son épanouissement. Christelle s'en est rendue compte en grandissant. J'étais encore tellement petite, donc je ne sais même pas à quel âge ça avait commencé, ni à quel âge j'ai eu cela. Donc, c'est en grandissant maintenant que je me rends compte que j'ai une maladie en moi. Et lorsque les gens passent leur temps à se moquer de moi, c'est là où je vois vraiment que je suis malade et j'ai une maladie en moi. Lorsque je suis née dans le ventre de ma mère, je suis née normalement comme tous les autres, puisque mes frères n'ont pas ça. Aucun de mes frères n'a ça. Même ma fille, même que j'ai accouchée, n'a ça. Donc, elle m'a fait comprendre que 2 ans après ma naissance, après la mort de ma mère, c'est là où on est venu nous faire l'injection de la méningite au village. Et c'est ça qui m'avait provoqué cela. Donc, je ne sais pas où c'est ça. Ou c'est pas ça, je ne connais rien, je ne sais même pas comment ça avait commencé. Avec le soutien de sa tante, elle a pu subir une première opération, mais qui malheureusement n'a pas été un succès. Ne baissant pas les bras, Christelle a continué à se faire consulter avant de se buter à un sérieux problème financier. Entends ces cris qui viennent de cœur attristé. Elle m'avait amenée dans une clinique là où on a essayé d'opérer. Elle aussi, elle pensait avant que c'était l'abcès. Que peut-être le genre d'abcès qui grandit seulement et après, on perce, ça finit. Elle m'a amenée dans une clinique là où on m'a fait une opération qui n'a pas réussi. Au fur et à mesure que je grandis, elle se rend compte que la maladie aussi ne fait que grandir en moi. Bon. C'est là où j'ai donc commencé à me battre, à me chercher. Je suis rentrée, étant désespérée. Je suis partie auprès de mes oncles qui sont, je peux dire que celui-là est bien situé, mais il ne veut pas me voir chez lui. Parce qu'il se dit que non, ma maladie que j'ai va peut-être contaminer sa famille ou bien je ne sais pas. Ma propre famille, même mes propres oncles même m'ont tourné le dos. Unique fille à ses parents décédés, Christelle a erré pendant plusieurs années chez ses tantes et oncles pour finir par se retrouver dans la rue. Personne n'a levé le doigt. Quand tu es orpheline de père et de mère, dis-toi que tu n'as plus personne dans la vie. À part peut-être que si tu pleures auprès du monde entier, c'est là où les gens peuvent sympathiser à ta douleur. Au cas concret, tu n'as plus personne, à part Dieu. Parce qu'une comme moi, je n'ai plus mes 2 parents. Père et mère, je n'ai plus personne. Raison pour laquelle je vis avec cette maladie depuis mon enfance jusqu'à présent. Après plusieurs années d'instabilité, elle a pu être accueillie par une de ses tantes qui a essayé de la soutenir dans sa situation sanitaire. Ma tante s'est battue
Elle l'a entré dans les réunions, elle a prêté jusqu'à présent, elle n'a même pas encore eu à rembourser cet argent. Les enfants ne sont pas, ses petits-enfants, ses petits derniers ne sont pas allés à l'école. Ils ont aussi fait 2 ans à la maison sans aller à l'école. C'est l'année ci qu'elle décide à ce que ses enfants puissent reprendre leurs études. En effet, selon le spécialiste, Christelle souffrirait d'une tumeur bénigne qui serait le résultat d'une malformation congénitale. On pense chez elle, compte tenu de l'évolution depuis l'âge de l'enfance, parce que pour qu'elle soit, elle a quand même une bonne mine, même si elle a une masse dans le dos, elle a un bon état général. Donc, si depuis l'âge de 6 ans, elle traîne ça, elle est toujours vivante, elle a toujours bonne mine, on pense que c'est des éléments qui sont en faveur de la nature bénie de la masse. Maintenant, ce qui fait problème, c'est sa localisation. Donc c'est non loin des vertèbres. Et vous savez que dans les vertèbres passe la moelle épinière. Voilà. Donc c'est pour ça que l'équipe de neurochirurgie est sollicitée pour nous aider à bien réséquer la masse en évitant de faire des lésions sur les nerfs et sur la moelle épinière. L'unique solution proposée dans le cas de Christelle, c'est une intervention chirurgicale. Vu la délicatesse de cette intervention, la présence des neurochirurgiens s'avère obligatoire et impérative. Quand on a ce type de masse, il n'y a aucun traitement médical qui peut faire disparaître la masse. Donc, on est obligé de faire un geste chirurgical qui consiste à aller enlever la masse entièrement sans laisser en place de reliquat. Si vous laissez en place un petit reliquat, un petit bout de la masse, ça va repousser. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec la première intervention. Probablement qu'on a laissé en place un petit bout de tumeur parce que la proximité avec le système nerveux périphérique a sûrement découragé la personne qui a fait l'intervention. Il n'a pas voulu aller plus loin parce qu'il avait peur d'une paralysie ou d'une lésion des nerfs. Bon. C'est donc pour ça que nous avons insisté que l'équipe de neurochirurgie soit associée. Je dois avouer que dans mon expérience personnelle, ce n'est pas des masses qu'on rencontre tout le temps. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez rare. Et donc, on pourra passer plutôt dans le cas des tumeurs rares. Je pense que ça fera probablement même l'objet d'une publication. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a ce type de masse chez une jeune fille avec un développement aussi important. Hein? Donc, probablement que le professeur Ndiaye va nous aider pour qu'on puisse écrire un article après avoir fait l'intervention chirurgicale, qu'on puisse publier le cas. Cette intervention est non seulement délicate, mais coûteuse pour cette jeune fille orpheline qui a à peine de quoi se nourrir au quotidien. Christelle est actuellement hébergée par sa cousine, en Colbisson à Yaoundé. Elle bénéficie de la compassion de cette dernière et de son amie. Moi, j'ai commencé à vivre avec elle depuis le début, depuis que je suis née. Donc, comme elle était avec la maman, donc quand la maman l'avait occupée, c'est là que j'ai commencé à essayer de vivre avec elle. Mais avec moi, dès le début, je n'arrivais pas à comprendre. C'est après qu'un jour, je suis partie à côté de ma mère, je lui ai demandé, elle m'a dit, parce que moi-même, j'étais donc, peut-être que non, je n'arrivais même pas à rester à côté d'elle. Non, j'ai peur. Elle m'avait dit que non, plutôt, comme nous sommes ses sœurs, on doit la tirer, on ne doit pas lui laisser. C'est donc là que j'ai commencé à vivre avec elle. Le jour qu'on en mange, le jour qu'on n'a pas, on reste comme ça. Donc je préfère même encore vivre avec elle que de vivre peut-être avec une autre personne. Ça fait pratiquement 6 mois que je l'ai connue. Et en tant que voisin, on vit ici. Bon, je n'avais pas su qu'elle avait une telle maladie. Bon, un jour comme ça que j'ai découvert sa maladie, ça m'a vraiment fait mal de voir une jeune fille comme Thérèse qui souffre d'une maladie pareille. On ne sait pas. Nous sommes vraiment dépassés. J'ai pris soin de toi dès ton origine. Oui, je t'ai porté dès ta naissance. Pendant ta jeunesse, je serai le même, oui le même.
Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. N'aie pas peur, oh mon enfant. Pour toi, je suis présent. Je serai toujours là pour toi. Christelle Thérèse a fait une petite formation en coiffure. Elle se bat au quotidien dans un salon de beauté non loin de chez elle pour avoir un peu d'argent chaque jour. Mais ce n'est pas du tout évident. Malgré son talent, les clients sont rares. Ça, c'est 4500. J'ai 3000. On ne peut pas aller. Sauf si quand je vais monter à Mokolo, je me donne l'argent comme ça, il te ramène une autre chose. Ça là, quoi, seulement les mini-dreads, on prend les tranches là pour leur faire et ça ne peut pas passer une tête. Attends, il y a le film. Bon, ici c'est là où moi. C'est ici là que moi je me débrouille. C'est ici là que je trouve mon argent de baigner, mon argent de sous-vêtements, mon argent de là où je peux manger et quoi un peu soulager ma famille, ma petite famille que vous avez vue à la maison. C'est ici là que parfois si j'ai 1000 francs, on se partage, ils ont 500, j'ai 500. Elle nous aide, elle vient même avec 1000 francs. On saute même nos petits riz sautés, on mange. C'est pas chaque jour qu'on lui donne. Une semaine peut passer, même on ne lui donne pas l'argent. On reste comme ça. Mais il y a les temps qu'elle-même, quand le salon s'adonne, elle vient avec, elle donne aussi, elle participe, on mange. J'ai l'habitude de venir me coiffer chez elle. Je sais qu'elle coiffe depuis bientôt 5 ans que moi je viens ici là me coiffer. Chez ma copine ici là, bon, elle coiffe très bien. C'est pour cela que moi je viens toujours ici là me coiffer. Bon, aujourd'hui, moi, je ne savais même pas qu'elle est malade. Chaque fois qu'elle vient ici, je lui trouve avec quelque chose au dos, mais je ne sais pas de quoi elle souffre. Parfois, elle me dit que peut-être c'est la grossesse. Bon, c'est aujourd'hui là que je constate que c'est une maladie. Thérèse, bon, il y a de temps en temps, elle passait, elle avait toujours son sac à dos. Bon, il y a un jour, elle est venue avec l'une de mes filles. Donc, ce qui fait, je lui ai demandé, mais ta copine là, qu'est-ce qu'elle a? Chaque fois qu'elle passe, elle a toujours le sac. Elle a quoi? Elle m'a dit qu'elle est malade. Je dis donc à sa copine que bon, ok, j'aimerais voir cette fille. Elle est venue. J'ai demandé que mais maman, c'est comment? Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit non. Et tu fais quoi? Elle me dit non, je ne fais rien. Je lui ai dit bon, moi, à présent, je ne sais pas comment t'aider, mais et que de rester à la maison, tu viens, on reste au salon. Là, bon, quand tu vois les gens, bon, ça va t'amener à oublier certaines choses au fur et à mesure. Bon, c'est comme ça que nous sommes restés ensemble. C'est pas chaque jour qu'on a le travail. Vous-même, vous voyez à présent le salon est vide. Nous sommes là entre nos collègues, il n'y a même pas une cliente qui peut venir se coiffer. Parfois on fait même ici là, les semaines et des semaines, on n'a même pas une cliente, mais on supporte. On ne peut pas fermer le salon parce qu'il n'y a pas la clientèle. On vient, on ouvre tous les matins, on reste là, on sort, on rentre le soir. Si je trouve peut-être que ma soeur a préparé à la maison, je mange. S'il n'y a pas, je dors. Le lendemain matin, je me relève, je viens toujours rester ici, comme d'habitude. Accablé par mon sort, je crie à toi. Bien que Christelle bénéficie du soutien moral et spirituel de quelques-uns, elle est constamment victime de moqueries et de railleries de certaines personnes. Cette stigmatisation la traumatise au quotidien. Beaucoup se moquent de moi. Beaucoup. Oh, je suis à mesure même que je n'arrive même pas à marcher. Je rentre à la maison, je sors de la maison à 6 h. Je ne vais pas rester dans le salon de coiffure parce que je ne veux pas que les gens puissent me regarder. Je rentre même à 20 h quand les gens dorment déjà parce que je ne veux même pas contact avec quelqu'un que
Lorsque je me prends avec celui-là, qui est la fille, s'il y a un bébé au dos, beaucoup disaient ça. Que comment est-ce que la fille ne fait que porter ce bébé au dos, tandis que je suis malade. Mais beaucoup ne savent pas. Et beaucoup le savent, mais ils s'en moquent. Lorsque je parle, ni lorsque je marche, même avec les amis, je ne suis pas à l'aise. Parce que je suis toujours seule. Les gens se moquent de moi. Je n'arrive pas à être contente. Je n'arrive pas. On ne connaît pas quand est-ce que je ris, quand est-ce que je pleure. Parce que je suis de temps en temps avec les larmes aux yeux, en train de demander au Seigneur que mon Dieu, qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter ceci. Mais je sais que Dieu a une solution pour moi. En plus, Christelle Thérèse a le souci de prendre soin de ses filles. En effet, elle est une jeune fille mère. Sa première fille est le résultat d'un viol quand elle avait seulement 14 ans. Et le père de sa deuxième fille l'a abandonnée sous la pression de sa famille. Ma première fille, je l'ai eue à 14 ans par un coup de viol. Une autre de mes tantes, elle m'avait envoyé lui laver les habits. Lorsque je lavais les habits, je me rends compte que quelqu'un m'a déjà attrapé. Je ne sais même plus ni comment est-ce que ça s'était passé. Je suis rentrée de la maison en pleurant. J'ai dit à ma tante qui n'a pas voulu me consoler, elle m'a dit, et puis quoi? Tu n'es pas une femme. Si on t'a violée, tu n'es pas une femme. Je suis restée tranquille avec ces douleurs. J'ai pleuré jour et nuit. Je partais même parfois m'asseoir sur la tombe de ma mère. Je pleure jusqu'à ce que ma grossesse a grandi. J'ai eu à coucher ma fille. Elle vit maintenant avec l'un de mes cousins et son abattoir. Nous sommes pas ici à Yaoundé. C'est ma deuxième fille maintenant que je vivais avec son père. Et son père a participé dans mon examen que j'ai fait à l'hôpital central sur mon scanner. Son père a participé là-dedans. On vivait bien ensemble. Mais lorsque sa famille a commencé à lui dire que dans tout le monde entier, dans toutes les femmes qui sont dans ce monde, la seule personne que tu as eu à nous amener ici là chez nous, c'est une malade. Sa mère lui faisait les reproches, ses soeurs sans cesse. Parfois même, il restait souvent. Il ne me parle même pas, il ne me dit rien. Parfois, il se fâche contre moi pour rien. Mais jusqu'au fur et à mesure que lui-même il a fui, il est parti. Je ne sais pas où il est. Ma petite fille la vit avec ma tante qui m'a élevée. Christelle Thérèse Edzoa souffre depuis une vingtaine d'années. Elle a besoin de notre soutien pour se faire opérer dans l'urgence. En effet, issue d'une famille très modeste, qui d'ailleurs lui a tourné le dos, Christelle ne peut faire recours aujourd'hui qu'aux âmes de bonne volonté d'ici et d'ailleurs. Alors, les gens de bonne volonté, par exemple, s'il vous plaît, vous pouvez aider ma copine qui là en aide pour cette maladie qui est derrière son dos. Parce que depuis là, quand moi-même je vois ça, ça me dépasse vraiment. Bon, c'est aujourd'hui là même que j'ai constaté que c'était une maladie. Pardon, elle a besoin d'aide. Que tout le monde se mobilise au secours de cette fille qui souffre depuis longtemps. Je ne sais pas combien de temps elle souffre, elle a eu, comme elle dit, que c'est depuis son enfance. Je demande de l'aide à tout le monde. À tout le monde qui a un cœur de pitié, le cœur du Seigneur, peut bien vouloir nous aider. Elle est ma soeur. Au moins qu'elle soit aussi comme parmi toutes les jeunes filles. Qu'on l'aide, au moins que de voir notre soeur en train de porter un blouson et un sac en train de sortir. Mieux, elle s'habille normalement comme toutes les jeunes filles, elle sort. Que de voir encore comment elle porte encore son sac et son blouson pour qu'elle sorte, pour que les gens ne se moquent pas d'elle. Aidez-nous s'il vous plaît, tout le monde qui a un cœur de pitié, un cœur du Seigneur. Et nous voyons vraiment qu'ils aient pitié de nous et nous aident. Je ne sais même pas par où commencer parce que je suis déjà tellement dépassée que je ne sais même pas par qui
ni par quoi. Est-ce que je peux faire? S'il vous plaît, aidez-moi. Donnez-moi un aide, je ne veux pas mourir avec cette maladie en moi, et tandis que beaucoup de jeunes comme moi, j'aimerais aussi marcher comme eux, faire les choses comme beaucoup de jeunes dans ce monde, rester aussi comme eux, vivre ma vie. S'il vous plaît, venez-moi en aide. Venez-moi en aide, s'il vous plaît. Ne me laissez pas, s'il vous plaît. Aidez-moi. J'ai besoin aussi que tous les gens de bonne volonté me viennent en aide. Ceux qui ont vraiment le cœur d'une mère ou bien le cœur d'un père. S'il vous plaît, aidez-moi, ne me laissez pas avec cette maladie. Je vous en prie, aidez-moi, s'il vous plaît. Vraiment, pour vous qui faites ce travail, vous savez, il faut toujours donner un peu de soi pour les autres. Je crois que vraiment, quand on peut donner un peu de soi pour les autres, il n'y a pas plus grande fierté que ça. Donc, moi personnellement, je suis très fier de participer à l'équipe que j'espère va lui redonner le sourire. Et je vous encourage à continuer à aider ceux et celles qui n'ont pas toujours eu la possibilité d'avoir ces soins d'égalité. Un geste de cœur effectué à l'endroit de Christelle sera certainement salutaire pour qu'elle retrouve sa santé. Si chacun se mobilise autour d'elle, son problème sera certainement résolu. Ce cri qui vient de cœur attristé. Mesdames, Messieurs, vous venez tous de suivre l'histoire de Christelle Thérèse. Nous pensons tout simplement qu'il y a urgence. Urgence afin qu'elle puisse être opérée et qu'elle puisse retrouver un équilibre non seulement physique, psychologique et psychosocial. Nous comptons sur vous. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Parce que chaque fois, vous vous êtes manifestés et nous avons pu tirer d'affaire de nombreux malades indigents. Nous pensons naturellement que votre soutien et votre aide peut se faire et doit se faire dans l'urgence. Nous espérons encore que dans cette situation, vous allez encore faire sonner le téléphone afin que nous puissions mobiliser le nécessaire en termes financiers pour qu'elle puisse subir cette intervention chirurgicale. Merci pour ceux qui appellent déjà et à bientôt. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Et le savez-vous? Certains aliments sont très importants pour l'entretien et la santé de nos organes. La noix est utile pour le cerveau. La carotte, très utile pour les yeux. Les céleris pour les os. Le gingembre pour l'estomac. La patate douce est très utile pour le pancréas. Le raisin pour les poumons. La tomate pour le cœur. Le haricot pour les reins. Et le lemon pour le foie. Ceci vous aidera certainement. Où trouver la force de vivre dans ce monde? Promotion de la santé publique à Bana, département du Haut-Kam, à l'ouest du pays, le cœur de la diaspora bat au village. Inscrit dans une logique du give back, l'association des médecins et professionnels de la santé de Bana, baptisée Banamed, a pris ses quartiers du 23 au 27 juillet 2018 dans l'enceinte de l'hôpital du district de Bana pour une semaine de campagne de santé gratuite avec un flux d'environ 300 consultations par jour, soit plus de 1000 personnes touchées. Où trouver la force de vivre dans ce monde quand tout semble perdu, perdu d'avance, quand les étoiles du ciel semblent s'abattre sur moi. La campagne a dépassé nos objectifs initiaux. Tout d'abord, c'était surtout du dépistage, de la sensibilisation, mais très rapidement, on a apporté des moyens de diagnostic
et de traitement. Et nous avions envisagé 150 patients, nous en sommes à 300 consultations par jour. Les objectifs sont largement dépassés et tout cela avec une parfaite sécurité, une sûreté et une qualité. Je voudrais simplement dire bravo à Banamed et encourager de telles initiatives. Vous savez, nous sommes en zone rurale et ce n'est pas tous les jours que les patients peuvent s'offrir le luxe d'avoir un spécialiste sur place. Généralement, il faut les référer à Douala, il faut les référer à Yaoundé et ils n'ont pas les moyens pour ça. Vous savez, la population est assez pauvre. Donc, avoir des spécialistes sur place et de façon gratuite. Donc, je voudrais vraiment dire que je crois que c'est une très belle initiative et je voudrais vraiment encourager de telles initiatives pour pour la bonne santé des populations Bana. Que ceux qui sont partis n'oublient pas ceux qu'ils ont laissés au village. J'écris à toi, Père ne m'abandonne. Les fils et filles de la contrée, c'est dire hommes, femmes et enfants, ont donc pris la balle au bon en venant se faire consulter et dépister gratuitement, remise des médicaments à l'appui. Je suis satisfait parce qu'il y a assez de médecins qui sont là à la portée de tous les malades. Et puis, cette campagne vient nous aider, nous qui sommes au village sans moyens pour nous soigner. Elle est excellente. C'est agréable. J'ai été bien reçue et bien consultée. On m'a prescrit les médicaments. Les examens à faire, je les fais gratuitement. Et les médicaments aussi, je les reçus gratuitement. Et je les remercie. Une action humanitaire saluée par les élus locaux et autres forces vives, notamment le deuxième adjoint au maire de la commune de Bana, qui s'est fortement impliqué dans l'organisation de cette campagne de santé gratuite. Bien, cette initiative est formidable, la bienvenue, et nous souhaitons qu'elle soit pérennisée. Vous voyez vous-même l'engouement des populations. Depuis qu'ils ont commencé lundi, ça ne désemplit pas. Ça veut dire que le besoin est réel. Et que Banamed ait choisi de venir à Bana organiser ces séances de consultation gratuites, c'est une très bonne chose pour notre région. Fort de son impact socio-économique, certains fils et filles du terroir appellent à la pérennisation de ce concept. On ne peut plus soulageant. J'aimerais que ça continue d'avant, que ça ne s'arrête pas, pour que ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là aujourd'hui puissent aussi profiter prochainement. Avec pour objectif le renforcement d'un partenariat solidaire entre les professionnels de santé du Cameroun et ceux de la diaspora en faveur des populations Bana, Banamed vise entre autres buts la promotion et le développement de la santé, l'évaluation des besoins sanitaires des populations locales, sans oublier le volet formation avec le renforcement des capacités des personnels de santé sur place. Par ailleurs, l'association des médecins et professionnels de la santé de Bana met un point d'honneur sur les soins d'urgence et le secourisme de base. On va aller vers les jeunes pour faire des actes de prévention, surtout en maladies cardiovasculaires et aussi en gestes de premier secours. On sait que la région de l'Ouest, particulièrement Bana, c'est une zone très accidentogène. Et les premiers secours, les premiers intervenants, ce sont les gens de la population générale. Ils doivent pouvoir mettre en place des gestes qui sauvent. Et c'est notre objectif, c'est travailler en partenariat avec des associations locales pour développer des projets de prévention. Je n'aurais pas pu imaginer avoir ce plaisir d'exercer ma profession. Avec peu de moyens, on donne tellement, beaucoup dans une population aussi défavorisée et aussi démunie en fait, en quelque sorte. Donc juste avec les doigts, on peut faire beaucoup de choses. Oui. Les doigts de la main. On peut faire beaucoup de choses. Il ne faut pas des appareils hyper sophistiqués pour même sauver la vie, je veux dire, à certaines patientes. Donc je suis très contente. C'est ma première mission humanitaire et je le referai encore.
avec pour fil d'Ariane la problématique sanitaire des populations de l'arrondissement de Bana. La première édition du Banamed a donné lieu aux échanges sur le traitement des maladies récurrentes et souvent difficiles à soigner, telles que les hépatites virales, les maladies cardiovasculaires et le paludisme. Le brainstorming qui avait pour cadre ce colloque de l'action sanitaire des élites et associations des médecins et professionnels de santé de Bana. Un colloque placé sous le haut patronage du roi des Bana, Sa Majesté Sinkamapi V. Le gardien de la tradition Bana qui, au-delà de son satisfecit, a invité tous les fils et filles de Bana, au premier rang desquels les élus locaux, à mettre la main à la pâte pour un Banamed plus efficace les années à venir. Donc depuis lundi qui sont là, nous avons consulté pas moins de 900 personnes déjà, environ 300 personnes par jour. Je vois des médecins, parmi les médecins, il y a les dentistes, il y a les ophtalmos, il y a les pédiatres, il y a les cardiologues, il y a les gynécologues même. Donc ils sont venus apporter de leur expertise, n'est-ce pas, des choses qu'ils ont appris à l'étranger. Et avoir, n'est-ce pas, ces soins importés d'ailleurs par les nôtres au village ne peut que être bénéfique pour les populations et je encourage Banamed à conduire dans ce sens-là. J'interpelle simplement les Banas à ce qu'on se fasse confiance, à ce que toute initiative qui est prise par nous soit encouragée par nous tous pour que véritablement les fruits portent. Ensemble, on peut faire des choses qu'ensemble, des grandes choses qu'ensemble. Parce que, comme on dit chez nous, pour aussi quoi pour une prise en charge optimale, Banamed prévoit au-delà des consultations générales et des soins dentaires, les interventions chirurgicales pour l'année prochaine. Et les points qui ressortent principalement, c'est d'abord la chirurgie. La chirurgie, il manque des actes de chirurgie, mais parce que ce n'était pas notre objectif, on était parti sur le dépistage et de la consultation, mais on s'aperçoit qu'il manque les actes de chirurgie et aussi il manque les actes de prévention parce qu'on n'a pas beaucoup de jeunes qui viennent de faire du dépistage. Autre bonne nouvelle pour 2019, les populations des villages voisins seront désormais prises en charge. Des promesses majeures qui viennent ainsi confirmer que Banamed est un véritable ballon d'oxygène pour les populations locales et partant les pouvoirs publics. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques.